Alors effectivement, les violences policières en France sont une réalité brutale qui s'exprime de plusieurs manières. Alors il y a les contrôles d'identité abusifs, le profilage racial. Le CNRS en 2009 a donné des chiffres. Un jeune d'apparence jeune, qui porte des vêtements d'apparence urbaine, a 11 fois plus de chances de se faire contrôler que le reste de la population. Un arabe a 8 fois plus de chances de se faire contrôler qu'un blanc. Et un noir a 6 fois plus de chances de se faire contrôler qu'un blanc. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ce sont évidemment les violences policières, cette brutalité qui s'abat notamment sur les hommes non blancs des quartiers populaires, quotidiennement, lorsqu'ils sont interpellés, lorsqu'ils sont contrôlés et qu'ils osent demander le motif du contrôle d'identité ou protester contre ce qui leur semble être abusif. Et la forme la forme terminale, finalement, ce sont les crimes policiers dont on parle très peu finalement en France, à part quand les révoltes urbaines viennent rappeler la réalité et que les réseaux sociaux et l'antiracisme politique protestent. Les chiffres, c'est très simple, les 50 dernières années, il y a plus de 400 personnes qui ont été tuées par la police dans des conditions souvent très floues. C'est une personne par mois aujourd'hui qui meurt dans le cadre d'une interpellation policière, alors sous les coups de poing, de taser, de feu des policiers. Et ces affaires sont très souvent suivies d'impunité, puisque très rares sont les policiers qui sont condamnés. Malgré cette réalité brutale, malgré cette réalité systémique, systématique, il y a une vraie difficulté à organiser un large mouvement de fond sur ces questions-là, notamment parce que les organisations syndicales, les mouvements sociaux, environnementaux et politiques, majoritairement blancs, ne prennent pas la mesure de la gravité de la situation. Et il y a deux raisons principales qui expliquent cette difficulté. La première, c'est une hypocrisie qui existe en France, qui est flagrante sur la question raciale. On a du mal à parler de ces questions-là, on a du mal à poser les mots sur ce qui fâche, on a du mal à regarder en fait la réalité dans la rétine. Un exemple très frappant, un exemple médiatique, quand un homme non blanc meurt en France, c'est un homme qui meurt. On apprend juste que c'est un homme qui meurt. Par contre, les mêmes médias, les mêmes responsables politiques, les mêmes mouvements sociaux traiteront l'information qui vient d'outre-Atlantique différemment. Quand un homme noir, par exemple, en l'occurrence, meurt outre-Atlantique, toute la presse voit les couleurs. C'est comme si leur daltonisme racial, les lunettes qui les empêchent de voir les couleurs en France, finalement leur permettaient de voir les couleurs outre-Atlantique. Il y a une vision à géographie variable. Et en fait, c'est très simple. Quand un homme noir meurt aux États-Unis, on sait que le policier est blanc et on sait que l'homme est noir. Et ça, tout le monde le rappelle en France. Et la deuxième raison qui explique la difficulté à s'organiser en fait collectivement sur ces questions, c'est une forme de conditionnalité qui est imposée lorsqu'il s'agit de faire convergence des luttes. C'est-à-dire que les organisations blanches, les organisations syndicales, politiques, les mouvements sociaux blancs vont imposer une conditionnalité, une subordination pour faire convergence. Alors, il s'agira par exemple de dire qu'il est hors de question de s'allier avec tel ou tel groupe politique qui nous semble trop radical, qu'il est hors de question d'utiliser tel ou tel mot, par exemple l'islamophobie, non, on ne veut pas dire islamophobie, qu'il est hors de question de reconnaître le prisme racial, parce que non, finalement, c'est une question sociale, et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut d'abord lutter contre le capitalisme, et tout se réglera d'un coup. Et évidemment, l'antiracisme politique, les militants des quartiers populaires et de l'immigration, vu les progrès qui ont été faits, et vu leur avancée, eux, paradoxalement, se refusent à retirer des mobilisations, des revendications qui leur sont propres et qui leur sont particulièrement fortes. J'arrive à ma question. En fait, cette difficulté à se mobiliser, elle dépasse le cadre des violences policières. Elle se retrouve partout où il y a la question raciale, finalement. Elle se retrouve dans la lutte contre l'islamophobie. Elle se retrouve dans la lutte contre l'état d'apartheid israélien. Elle se retrouve dans les luttes contre le néocolonialisme et, par exemple, contre le franc CFA. En France, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas les racistes finalement qui sont criminalisés, ni le système raciste qui est criminalisé, ce sont les antiracistes qui sont quotidiennement criminalisés, dénigrés, harcelés. Et ça, c'est organisé par des mouvements de l'extrême droite, mais aussi par des mouvements de l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de symbiose sur ça quand il s'agit de taper sur l'antiracisme politique et quand il s'agit de taper sur notre combat. Alors ma question, elle est très simple.
elle est même pas pour nous finalement, parce que on avance, et parce que malgré tout, nous, la convergence, on l'a fait puisqu'on est multiples. C'est-à-dire que moi, je suis une femme des classes populaires, musulmane, héritière des luttes de l'immigration, et donc tout ça se compose, et je vis avec, et je suis obligée de traiter avec tout ça comme beaucoup de mes collègues. La question, je vous la pose pour les mouvements blancs qui, à mon avis, écouteront davantage ce que vous avez à dire. Comment leur faire comprendre, comment leur faire prendre la mesure de la gravité de la situation, leur faire comprendre, parce qu'ils sont complètement à l'ouest, au sens propre comme au figuré, sur cette question-là, et que leur aveuglement nous coûte finalement, il nous coûte collectivement. Merci. Thank you. And I can't help thinking that there is a relationship between the exclusion that you're describing and a broader crisis of the left. Ce que je vais dire, c'est vraiment extrêmement fondateur, c'est ce lien justement entre l'exclusion et les crises auxquelles on fait face actuellement. C'est qu'il n'y a pas de mouvement aujourd'hui qui peut se prétendre progressiste, il n'y a pas de mouvement qui puisse prétendre à la transformation sociale, et encore moins oser se dire révolutionnaire s'il n'inclut pas les plus exclus, s'il n'inclut pas les plus opprimés dans le système actuel. On ne peut pas se prétendre dans ce cas-là à un mouvement de transformation sociale si on n'inclut pas ceux qui ont la situation la pire actuellement, et surtout si on ne les inclut pas comme leaders en fait, et si on ne suit pas ces personnes-là. Right, which obviously means people of color, immigrants, refugees, the people who are being treated as refuse. Et ce sont tous les gens qui ne sont pas blancs, ce sont les réfugiés, ce sont en fait tous ces gens justement qui subissent le pire de ce traitement dans le système actuel, dans lequel on extrait et on jette, on extrait les ressources naturelles, on extrait les forces des gens, et on s'en débarrasse après comme si leur vie ne comptait pas dans des camps, dans des prisons, etc. Et il faut vraiment, pour changer ce paradigme fondamental d'un système qui traite véritablement les gens et les ressources naturelles comme des déchets sur la base d'une hiérarchie fondée sur la race, fondée sur le genre, etc., pour passer à une culture inclusive, dans laquelle tout le monde aurait sa place et tout le monde serait apprécié pour ce qu'il est, une vision qui n'est pas du tout radicale et qui ne mérite pas en tout cas d'être vue comme trop radicale par des gens qui, eux, se prétendent radicaux et qui ne méritent pas de se dire comme tels. Et en plus, c'est une stratégie, c'est la stratégie malheureusement de beaucoup de mouvements, effectivement, de syndicats, etc. Et c'est une stratégie qui ne fonctionne pas. C'est ce que j'ai dit à Bernie Sanders. You know what I was saying about Bernie, despite supporting him, right? Que je soutenais. Je lui ai dit, cette stratégie, elle ne fonctionne pas, ça ne peut pas marcher aujourd'hui en France, aux États-Unis, au Canada, une coalition qui ne s'affronterait pas à cette question du racisme, qui ne suivrait pas justement, qui ne serait pas capable en fait d'inclure les gens qui subissent le plus ces formes d'oppression, et surtout en fait de les suivre. Bernie Sanders lui-même aurait dû apprendre en fait à être capable de se mettre dans les traces de ces gens-là. Et il y a une leader autochtone australienne qui s'appelle Moroa Johnson, qui a à peine la vingtaine en fait, et qui aime bien dire qu'elle est au milieu de sa vie, parce que de toute façon l'espérance de vie des autochtones en Australie ne va pas au-delà de la quarantaine. Et c'est elle qui m'a dit ça. Elle m'a dit, il faut que les blancs apprennent à suivre. She was very blunt about it, so I'll just quote her and echo that back. Thank you. Merci beaucoup Siam Asbagh d'être venue ici. Nous arrivons à la fin de cette discussion. Est-ce que Naomi, tu souhaites encore nous donner un tout petit peu d'énergie et peut-être dire quelques mots en guise de conclusion de cet échange, à la fois autour de ton livre et autour de ces luttes très vivantes aujourd'hui en France, mais évidemment en écho avec ce qui se passe au Canada et aux États-Unis? Well, one thing I would add is that you know, there are things changing, and where I see them changing most is at the local level. Je voudrais juste ajouter que les choses changent, en particulier au niveau local actuellement, et on assiste à l'émergence de visions très radicales au niveau municipal, des gens qui viennent de l'activisme social en particulier, qui ont passé leur vie entière en tant qu'activistes dans les mouvements sociaux, qui deviennent aujourd'hui maires. On voit ça dans des villes européennes, comme à Barcelone par exemple, mais aussi au sud des États-Unis, où on a toute une nouvelle génération de maires afro-américains qui ont passé leur vie dans les mouvements sociaux à combattre l'inégalité économique, à combattre pour une démocratie économique, à combattre contre les violences policières, etc. Et tout ça, c'est un signe d'espoir.
this is, I think, a real sign of hope. Returning, I think, to the question about what was referred to as a democratic crisis here in France within movements, and I think it is not just in France. Mais je crois vraiment que la crise démocratique qui existe en France, pas que en France évidemment, mais peut-être ici aussi en lien en particulier avec une culture des dirigeants qui seraient des grands hommes. Kill our inner Trump. So we need to look inside of ourselves and see if there's anything a little bit Trumpish, you know. Elle doit nous pousser aussi à nous interroger et à essayer de tuer notre Trump intérieur. C'est ce que j'écris à un moment dans le livre, c'est qu'on doit aussi faire notre propre auto-analyse en fait et essayer de voir ce qui en nous peut être un petit peu trumpien. Ça peut être une petite addiction à Twitter, ça peut être la tentation de penser qu'un milliardaire comme Richard Branson va pouvoir sauver le monde, ou simplement le désir qu'on peut avoir même quand on est activiste, même quand on est dans un mouvement social, de voir un homme fort peut-être quelque part venir proposer une solution et nous sauver, au lieu de construire à partir de notre propre socle de connaissances, à partir de ce qu'on sait faire, à partir de la base. Et je voudrais redire qu'on a eu ce soir des intervenants absolument formidables sur toutes sortes de sujets. On est aujourd'hui confrontés à des crises qui sont multiples, qui sont interconnectées, qui sont étroitement imbriquées. C'est véritablement un moment assez historique en la matière, et on n'ira nulle part si on joue à quelle est la crise la plus grosse, quelle est la crise la plus importante. En fait, ces crises sont toutes des urgences. Vous pouvez être confronté aux menaces de viol, aux menaces par la police. Votre pays peut être confronté à des catastrophes climatiques, etc. Tout ça, ce sont des alarmes, ce sont des signaux d'alarme. Il y a la menace de la guerre nucléaire aussi, dont on n'a pas parlé. Et la question n'est pas de savoir laquelle de ces crises est la plus importante ou serait prioritaire. C'est vraiment d'avoir une vision véritablement holistique, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est dans un moment historique qui exige ça et qu'il faut qu'on soit à la hauteur. That's where we're at. This is our moment in history, and we have to rise to it. Thank you.